Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Al24 News, à la une de l'actualité de ce samedi 12 avril. 89 martyrs et plus de 100 blessés durant les dernières 24 heures. Le bilan de l'agression sioniste à Gaza après 189 jours est catastrophique, à l'image de la situation sur place qui prend une tournure inquiétante. Illustration de la barbarie sioniste à Gaza dans ce journal avec ce crime odieux perpétré par l'armée d'occupation contre une famille au centre de l'enclave, faisant au moins 29 martyrs. Le Niger et la Russie donnent un coup d'accélérateur à leur coopération militaire avec l'arrivée d'instructeurs et de matériel russe à Niamey. Quelle lecture faut-il faire de ce nouveau développement dans la carte sécuritaire au Sahel? Élément de réponse dans un instant. Enfin, conflit en Ukraine, l'Algérie qui appelle depuis New York à prioriser la solution diplomatique entre Moscou et Kiev et à assurer la sécurité des civils avant tout. Madame, Monsieur, bonsoir. Nouvelle escalade sioniste à Gaza au 189e jour de l'agression génocidaire sioniste contre le peuple palestinien au soir du 3e jour de l'Aïd al-Fitr. Le bilan global des victimes ne cesse d'augmenter. Il affiche ce soir 33 634 martyrs et 76 214 blessés, en grande majorité des enfants et des femmes. Selon la dernière mise à jour annoncée par le ministère de la Santé à Gaza, l'armée d'occupation a commis 8 massacres contre des familles et des civils palestiniens, faisant 89 martyrs et 120 blessés. Plus de 13 000 Palestiniens sont toujours portés, disparus, dans la guerre génocidaire menée depuis 6 mois par l'entité sioniste contre Gaza, selon l'Observatoire euro-méditerranéen pour les droits de l'homme. Je vous le disais en titre, illustration de cette recrudescence de la violence à l'égard des civils à Gaza. Ce nouveau crime abominable commis par l'armée sioniste contre une famille palestinienne. Au moins 29 personnes sont tombées en martyrs après que leur maison ait été bombardée. Une stratégie qui en dit long sur les réelles intentions de l'entité sioniste dans cette guerre génocidaire infligée aux Palestiniens. C'est un sujet signé Naïla Aït Hamouda. Ils ont transformé leur semblant de festivité en un cauchemar de deuil et de désolation. La famille Tabatibi s'est réunie pour célébrer la fête de l'Eid al-Fitr. Mais ce moment de communion a été brusquement interrompu par une frappe aérienne sioniste. La horde sauvage a ciblé un carré d'habitation abritant des personnes déplacées dans le quartier d'Arj, dans la région de Sidra, située au centre-ville de Gaza. Le bilan est lourd. 29 personnes sont tombées en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessées. Les victimes ont été transférées à l'hôpital Al-Ahli Al-Arabi Al-Mamadani, où le système de santé est complètement effondré. Nous étions endormis lorsque les gens ont soudainement commencé à descendre du bâtiment parce qu'un missile avait frappé. Nous n'avons pas attendu le missile ou quoi que ce soit d'autre. Nous dormions tous. J'ai retrouvé mes sœurs, ses fils et ses filles, tous tombés en martyrs. Je n'ai trouvé que le reste. Je suis leur voisin. Un missile a frappé nos voisins. Nous sommes descendus et avons vu leurs maisons détruites. Environ 6 maisons détruites et une quinzaine de martyrs.
L'autre maison a également été détruite. La frappe aérienne a également visé un appartement résidentiel dans un immeuble de la rue de Jaffa, dans le même quartier, faisant 3 blessés. L'aviation sioniste a par ailleurs ciblé au moins 3 habitations dans le quartier de Zaytoun, Shoujaïha et Al-Rimal, dans la ville de Raza, faisant là aussi plusieurs blessés. Ces actes génocidaires sont devenus le quotidien des Razaouis. Ces massacres soulignent la dure réalité pour les Palestiniens qui vivent, ou plutôt tentent de survivre, dans un climat d'instabilité et de peur, même pendant les jours les plus sacrés. L'attaque meurtrière perpétrée par l'armée sioniste pendant l'Eid al-Fitr n'est pas un incident isolé, mais plutôt le dernier exemple d'une politique de violence qui cible délibérément des familles entières de civils dans le but de les décimer. Une stratégie inhumaine et un crime de guerre indéfendable vise à semer la terreur et à infliger des souffrances incommensurables à une population meurtrie dans sa chair. Une approche qui ne fait que perpétuer un cycle de violence et de vengeance au détriment de toute perspective de paix et de stabilité à Gaza. Toujours dans la région centre de l'enclave palestinienne, au moins 8 martyrs et plusieurs blessés sont tombés dans une frappe de drone perpétrée contre un marché populaire à Gaza où se regroupaient plusieurs Palestiniens. Dans le même sillage, les hélicoptères de l'occupation bombardaient les zones nord du camp de Nusayrat, dans le centre de la bande de Gaza toujours, tandis que l'armée sioniste a bombardé plusieurs bâtiments au nord du même camp. À noter que l'armée d'occupation intensifie ses attaques contre ce camp de réfugiés depuis plusieurs jours. Et au sud de la bande de Gaza, les équipes de la défense civile ont pu récupérer les corps décomposés de 13 martyrs de la région d'El Balad et du quartier El Amal à Khan Younes et ont également transporté un martyr et plusieurs blessés après que les navires de guerre de l'entité sioniste ont pris pour cible une école primaire dans le nouveau camp de Nusayrat. Khan Younes justement, et malgré l'ampleur de la destruction authentifiée sur place par une équipe de l'ONU, des familles palestiniennes contraintes de partir pour fuir les bombardements ont fait le choix de revenir à la suite du retrait des forces sionistes afin d'occuper leur maison, ou du moins ce qu'il en reste. Imen Merad. C'est dans une cité fantôme où l'on respire encore l'odeur de la mort que les Palestiniens se retrouvent à Khan Younes, grande ville du sud de la bande de Gaza, après le retrait des troupes sionistes. Dès l'annonce du retrait, les Gazaouis retournent à Khan Younes et y découvrent un paysage de dévastation, des maisons gravement endommagées, des rues en ruine, essayant de se frayer un chemin sous un nuage de poussière. Nous nettoyons notre maison pour y rester. C'est mieux que Mawassi et les tentes où nous logions. Vivre dans les décombres de nos maisons est mieux que de rester ailleurs. Même si certaines bâtisses tenaient encore à peine debout, la ville est méconnaissable. Les Gazaouis qui avaient été déplacés réalisent avec amertume l'ampleur des dégâts. Je suis parti pendant environ 70 jours en tant que personne déplacée à Deir el-Balah. J'ai décidé de revenir après le retour des Juifs, bien sûr. Je suis revenu et j'ai trouvé cette énorme destruction. La maison n'est pas habitable. J'ai décidé de ne pas retourner à Deir el-Balah parce que les Juifs ne sont pas présents ici. Malgré l'ampleur de la destruction et le risque de mourir sous les bombardements de l'armée d'occupation, les Gazaouis font le choix de rester ou de revenir chez eux à Khan Younes plutôt que vivre dans des camps de réfugiés où la situation humanitaire a atteint des niveaux insoutenables de détérioration. Et alors que le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé jeudi un projet de communiqué de presse sur l'initiative de l'Algérie, le Guyana et la Slovénie concernant les questions de la famine et de la sécurité des travailleurs humanitaires dans la bande de Gaza, retour sur la frappe ayant ciblé hier l'armée sioniste
la frappe de l'armée sioniste ayant ciblé un véhicule appartenant à l'UNICEF avec ce témoignage de la porte-parole de l'agence onusienne. Elle décrit précisément les faits. Écoutez. J'étais dans la voiture qui a été frappée. Nous étions immobilisés juste au sud du point de contrôle de Wadi Raza, où on nous demande souvent d'attendre avant d'être appelés au point de contrôle. Nous attendions là, comme indiqué, et des coups de feu ont éclaté à proximité. Ils semblaient venir de la direction du point de contrôle vers des civils qui se sont ensuite retournés et ont fui le point de contrôle. Heureusement, moi et mes collègues, nous étions tous en sécurité. Mais cela ne fait que souligner à quel point c'est dangereux pour les travailleurs humanitaires à Gaza en ce moment que des incidents comme celui-ci continuent de se produire alors qu'ils ne devraient absolument pas le faire. En Cisjordanie occupée, 2 Palestiniens sont tombés en martyrs ce vendredi sous les balles de l'occupant sioniste dans la ville de Toubas. Un Palestinien est tombé en martyr et 3 autres ont été blessés par balle lorsque les forces d'occupation sionistes ont pris d'assaut le camp de réfugiés d'Al-Farah. Le jeune Mohamed Aissam Shemhawi est tombé en martyr après avoir pris une balle dans la tête. Un deuxième Palestinien a eu le même sort après que les forces d'occupation ont ouvert le feu sur son véhicule. À noter que les forces d'occupation ont pris d'assaut également la ville dans la matinée, se sont déployés dans plusieurs quartiers de Toubas. Cisjordanie occupée toujours, les Palestiniens ont effectué la prière du vendredi dans un climat de tension à la mosquée Al-Aqsa. La répression exercée chaque vendredi par les forces sionistes à l'encontre des fidèles au niveau des points de passage a encore une fois empêché beaucoup d'entre eux d'accéder à la mosquée. Avec tous les événements à Gaza, en Palestine et dans le monde musulman, nous n'avons pas de fête de l'Aïd. Dieu merci, la présence des gens dans la prière rend nos cœurs heureux et voir la mosquée d'Al-Aqsa bondée est ce qui nous rend heureux. La prière du vendredi s'effectuait également à Gaza aujourd'hui. À Rafah, comme le montrent ces images, les fidèles palestiniens se sont regroupés au milieu des ruines afin de prier. Rappelons que les attaques incessantes de l'entité sioniste ont détruit ou endommagé presque toutes les mosquées au niveau de l'enclave palestinienne. Retour à Gaza, le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, est dans la foulée de l'assassinat perpétré par l'entité sioniste contre 7 membres de sa famille, dont 3 de ses enfants, a confirmé que le mouvement palestinien est disposé à trouver un accord de cessez-le-feu, contrairement à l'entité sioniste qui tient, quant à elle, à entraver tout processus de négociation sur la base des conditions exigées par le Hamas. Nous recherchons cela, à parvenir à un accord, mais jusqu'à présent, l'ennemi sioniste continue de tergiverser et d'éviter de répondre aux demandes et d'offrir ce qui est demandé pour parvenir à un accord. Et tandis que l'entité sioniste jette son dévolu sur Gaza, la reconnaissance de l'État de Palestine ne cesse de glaner du soutien, notamment en Europe où beaucoup de pays, sous la pression des manifestations populaires en soutien à la Palestine, ouvrent les yeux sur cette injustice historique. Souila Akilal. Aucun consensus n'a été trouvé pour l'adhésion de l'État de Palestine aux Nations Unies, même si selon la présidente du Conseil de sécurité, 2/3 des membres sont favorables à cette adhésion pleine et entière. En revanche, n'importe quel État membre du Conseil peut soumettre au vote une résolution sur cette adhésion. D'ailleurs, un vote pourrait avoir lieu le 18 avril au sein de l'organe suprême de l'ONU. La Slovénie, actuellement membre non permanent du Conseil de sécurité, a fait savoir qu'elle voterait en faveur de l'adhésion de la Palestine à l'ONU. Selon le ministre d'État slovène chargé des affaires de sécurité nationale et internationale, Vojko Volk, la Slovénie lèvera la main aux côtés de la France et de Malte pour soutenir cette décision. L'Espagne, le Premier ministre espagnol, emboîte le pas. L'Irlande aussi emboîte le pas. La France doit le faire. Il faut mettre
des mots sur ce qui se passe. Il faut mettre des décisions, des sanctions économiques et diplomatiques. Nous ne pouvons pas laisser Benjamin Netanyahu faire ce qu'il veut, répondre ce qu'il veut à Joe Biden, répondre ce qu'il veut à Emmanuel Macron, répondre ce qu'il veut à l'ensemble des pays, la communauté internationale. Jusqu'à quand? Doit-on attendre d'avoir une troisième guerre mondiale, comme ça, dans la région, bombarder au Liban, bombarder en Iran, Oui. et rester comme ça spectateur? Non, je pense qu'il faut que les résolutions de l'ONU doivent être respectées. Le droit international humanitaire doit être respecté. Les populations palestiniennes ont droit à une vie saine et respectée. Du côté de l'Union européenne, plusieurs pays, à l'instar de l'Espagne, de la Slovénie, de l'Irlande ou de Malte, avaient clairement fait savoir leur intention de reconnaître un État palestinien souverain. Ce vendredi, la Norvège est venue allonger la liste. La Norvège est prête à prendre une décision sur la reconnaissance d'un État palestinien. Cela doit être décidé selon le moment et le contexte, en étroite coordination avec des pays partageant les mêmes idées. De son côté, le président du Conseil européen, Charles Michel, a évoqué une coordination au niveau européen entre les États membres prêts à reconnaître formellement l'État palestinien souverain. Charles Michel, qui est chargé de forger un consensus entre les 27, a suggéré que d'autres pays extérieurs au bloc, partageant les mêmes idées, pourraient également se joindre à l'initiative. L'appel de Michel en faveur d'une reconnaissance coordonnée de l'État palestinien fait suite à l'approbation conjointe de cette décision par les dirigeants d'Espagne, d'Irlande, de Slovénie et de Malte à la suite d'un sommet des dirigeants de l'UE le mois dernier. La Belgique a elle aussi confirmé sa disposition à soutenir la reconnaissance d'un État palestinien. Cela survient alors que la pression internationale s'accentue également sur les États-Unis, l'Allemagne et la France pour qu'ils suspendent les ventes d'armes utilisées par l'armée sioniste dans le cadre du génocide à Gaza. La Cour internationale de justice a annoncé jeudi la date du dépôt du mémoire de l'Afrique du Sud auprès de ses services à la suite de sa plainte contre l'entité sioniste pour génocide à Gaza. Dans une déclaration judiciaire datée du 5 avril et publiée jeudi sur son compte de la plateforme X, la CIJ a indiqué que celle-ci est fixée au 28 octobre 2024. Le 28 mars dernier, rappelons-le, la justice internationale, en réponse à une deuxième demande de l'Afrique du Sud, a rendu une décision prévoyant de nouvelles mesures temporaires exigeant que l'entité sioniste prenne sans délai toutes les mesures nécessaires et efficaces pour assurer la sécurité et la fourniture de l'aide humanitaire nécessaire à Gaza. Voilà donc en ce qui concerne les derniers développements du génocide à Gaza. Sans transition aucune, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Atta, s'est entretenu jeudi au téléphone avec son homologue saoudien, le prince Faisal Ben Farhan Al Saoud. À cette occasion, les deux ministres ont échangé leurs vœux à l'occasion de l'Aïd al-Fitr, évoqué les derniers développements dans les territoires palestiniens occupés en général et particulièrement dans la bande de Gaza. Les ministres ont également saisi cette occasion pour échanger les vues et coordonner en vue des échéances imminentes concernant la question palestinienne, notamment les efforts diplomatiques déployés pour permettre à l'État de Palestine d'obtenir la qualité de membre à part entière aux Nations Unies, a annoncé donc un communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien. Le Mali annonce qu'il organisera des élections pour la fin de la période de transition une fois que le pays aura définitivement recouvré sa stabilité. C'est en effet ce qu'a déclaré le Premier ministre malien Choguel Maïga. La phase de stabilisation doit atteindre un point de non-retour, un point suffisamment stable pour pouvoir organiser des élections, a-t-il déclaré dans des propos diffusés jeudi soir par la télévision malienne et sur les réseaux sociaux.
Et comme évoqué en titre, la coopération militaire et la lutte antiterroriste au Sahel, le Niger donne un coup de boost à sa collaboration avec la Russie dans ce domaine. Une équipe d'instructeurs militaires russes est arrivée cette semaine à Niamey, qui a également réceptionné sa première livraison de matériel militaire russe dans le cadre de la nouvelle coopération sécuritaire avec Moscou. Safouane Ben Sabri. L'annonce a été faite officiellement par les autorités nigériennes et relayée par la télévision nationale. Tard dans la nuit du mercredi, un appareil russe, un Ilyushin 76, a atterri à l'aéroport de Niamey. L'avion transporte du matériel militaire de dernière génération, avec à son bord des instructeurs militaires du ministère de la Défense russe. La Russie va désormais doter le Niger d'un système de défense anti-aérien. Ce dernier serait capable d'assurer au Niger un contrôle total de son espace aérien. Les instructeurs russes, dont le nombre n'est pas encore connu, assureront la formation des militaires nigériens dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre Moscou et Niamey. Nous sommes ici pour former l'armée du Niger pour aider, en utilisant le matériel militaire arrivé ici. C'est le matériel pour différentes spécialités militaires, pour formation de spécialités militaires. Nous sommes ici pour développer la coopération militaire entre la Russie et le Niger. Le 26 mars dernier, le général Tchiani, à la tête du pays, s'était entretenu au téléphone avec le président russe. Ils avaient convenu de la nécessité de renforcer la coopération sécuritaire entre les deux pays. La lutte contre les abcès sécuritaires demeure une priorité pour le Niger, en proie à la présence de plusieurs groupes terroristes. Dans ce contexte, le Niger agit dans une optique de remise en question de ses anciens partenariats. En mars, l'accord de coopération militaire avec les États-Unis avait fait l'objet d'une dénonciation, remettant en question la présence de plus de 1000 soldats américains au Niger. Nous restons au Niger où 6 soldats des forces armées nigériennes ont été tués. 2 autres ont été blessés mercredi dernier suite au passage de leur véhicule sur un engin explosif improvisé à Tingara, dans le département d'Aïrou, de la région de Tillabéri, a rapporté justement jeudi l'armée dans son bulletin d'information. Et le conflit de près d'1 an au Soudan a fait des milliers de morts et des millions de déplacés parmi les civils selon les Nations Unies. Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU, cite en effet un rapport de la mission d'établissement des faits des Nations Unies au Soudan. Le rapport indique que plus de 6 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays, tandis que près de 2 millions de réfugiés ont fui vers les pays voisins. Près de 24 millions de personnes ont besoin d'aide, précise également le document. Conflit en Ukraine et la session tenue hier au Conseil de sécurité de l'ONU avec la participation de l'Algérie. Lors de sa prise de parole, le représentant de l'Algérie a insisté sur la priorité de protéger les civils ainsi que la nécessité d'œuvrer collectivement à ce qu'une solution diplomatique à ce conflit soit trouvée. Madame la Présidente, l'Algérie réaffirme qu'elle est préoccupée face à la détérioration constante de la situation humanitaire causée par la crise ukrainienne. Vu le nombre de vies civiles emportées, sans cesse plus important, vu les souffrances de la population, ce qui inclut des millions de réfugiés et de personnes déplacées, vu la destruction d'infrastructures civiles vitales, cette préoccupation nous semble justifiée. Il est essentiel de travailler ensemble, de manière accrue, pour déployer davantage d'efforts diplomatiques pour mettre fin à cette crise, sans discrimination face aux souffrances humaines. Il est important également que toutes les parties accordent la plus grande priorité à la protection des civils et respectent rigoureusement leurs obligations au titre du droit international, y compris le droit humanitaire international et le droit international des droits de l'homme. Toufer El Aïd Koudri a par ailleurs indiqué que toute aggravation de l'escalade aurait des conséquences sur la stabilité et l'ordre internationaux. L'objectif est de créer des conditions permettant un dialogue constructif et des négociations conformément aux principes du règlement pacifique des différends. D'autre part, encore une fois, nous voudrions prévenir qu'une aggravation de la polarisation ne ferait que prolonger la crise et ne ferait qu'entraîner une aggravation de l'escalade, avec des conséquences graves pour la paix et la sécurité internationale.
Avant de clore ce journal, une information de dernière minute, toujours concernant la situation à Gaza. 5 martyrs et 30 blessés ont été signalés dans un bombardement sioniste contre une maison appartenant à la famille El Issi dans le quartier de Zarqa, toujours au niveau du centre de l'enclave palestinienne. Sur ce s'achève ce 19h Info. La suite avec l'échiquier international présenté ce soir par Leïla Gertal.